On a vu Hulk défoncer l'étoile de Donald Trump sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, mais n'allez pas en faire une histoire à la BFM CNews là, hein, le monstre vert versus le monstre orange, non, ça n'a rien à voir, c'est juste que depuis qu'il a été exilé de force sur Sakaar, hein, lui les planètes, les étoiles, il a horreur de ça. Ah oui, parce que dans le comics, il part pas de son plein gré, hein, le regard un petit peu perdu dans le vide en écoutant du Evanescence avec une photo de Scarlett Johansson dans la main. Non, il est trahi par certains de ses plus proches amis, les Illuminati, hein, et je peux vous assurer que ça a une autre gueule quand même, donc lisez-le. Bon, sinon c'est déjà affreux quand on se tiraille entre nous, hein, mais face à la nature, les querelles des humains ne sont absolument rien, hein, et je voudrais avoir une grosse pensée pour tous les sinistrés des Alpes-Maritimes, évidemment ceux qui ont perdu la vie d'abord, hein, et puis ceux qui ont perdu une partie de leur vie, leur maison, leur job, enfin tout ce qu'on perd dans un sinistre naturel. Et bravo à tous ceux qui aident sur le terrain et qui prouvent que dans les films c'est bien beau les Battle Royale, mais dans la vraie vie on ne gère jamais mieux qu'en coop. Hein, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 265e JT Comics. Je suis désolé, je suis un petit peu énervé parce que on parle pas des vrais débats. Hein. Il est où le professeur Raoult quand Sony touche à ses boutons au Japon, hein, comme un ado un petit peu en furie, hein, et qu'ils remplacent, ils harmonisent la fonction retour. C'est rond et action, c'est croix pour même les joueurs japonais chez qui c'est l'inverse depuis 25 ans. Voilà, là on n'entend plus personne. Il est où Emmanuel Macron? Enfin bref, je crois qu'il vaut mieux passer tout de suite aux news de la semaine. Pur Comics. Chez DC, le futur, c'est la femme. Hein. Je vous avais déjà parlé du grand retour en 2021 de Poison Ivy dans sa forme la plus engagée. Eh bien, il semblerait que Barbara Gordon, hein, le personnage, soit mise également en avant pour la fin de l'année et toute l'année prochaine. Je ne veux pas non plus trop vous spoiler, mais sachez que tous les ostéopathes et les kinés de Gotham sont ravis puisque c'est leur deuxième meilleure patiente après Batman, évidemment. En plus, elle s'y connaît en avenir. Hein, et sinon, moi, c'est Clayman cette semaine qui m'a fait ronronner hein, puisqu'il a montré le tout nouveau costume de Catwoman qu'il a adopté pour leur mini-série avec Tom King sur le Black Label. Eh bien, elle est inspirée en partie de son chat, mais aussi énormément du design de la série animée de Batman de 1992. Miaou. Chez Marvel, on doit être nostalgique des Malabars, hein, puisqu'ils vont proposer pour accompagner la sortie de King in Black de Donny Cates et de Ryan Stegman des tatouages temporaires. On n'a pas les visuels pour l'instant, mais disons que je me coupe une couille si jamais il n'y a pas au moins la spirale de Gnull, hein, et je me coupe l'autre couille s'il n'y a personne qui se le fait tatouer pour de vrai. On les connaît les Advocates, hein, ils sont Space. Hein, et justement en parlant d'espace, un Space Bastard, c'est la nouvelle série dessinée par le co-créateur de la série The Boys, hein, Derek Robertson, scénarisé par Eric Peterson et Joe Aubrey, qui avait été kickstarté il y a maintenant un an, un peu plus d'un an, juillet 2019. Eh bien, c'est les Humanoïdes Associés, la branche américaine, qui va publier tout ça, qui a récupéré ça. On espère qu'ils vont pas nous oublier, nous, la maison mère française. On est dans le futur, c'est la merde. Et même livrer du courrier entre planètes, c'est devenu compliqué. Donc, ils embauchent des mercenaires qui sont prêts à tout pour acheminer leur courrier. C'est clairement pas Chronopost. À la base, il y a Simon Bisley qui devait être associé au projet, mais il semblerait qu'il ait disparu entre temps, c'est dommage. En tout cas, ça sent le projet complètement fou. Et en parlant de dinguerie, il semblerait que Grant Morrison ait mis en pause l'écriture de la suite d'Arkham Asylum, hein, ce projet qui est quand même une œuvre majeure dans la mythologie de Batman. Hein. Il a mis ça en pause tout simplement parce qu'il a trop de boulot pour les productions TV, qui payent plus, on le connaît. Il y a quand même 26 pages d'écrites et Morrison dit qu'on part sur une autre ambiance que dans le premier opus, puisqu'on est sur une inspiration très Philip K. Dick, et c'est pour illustrer ça, c'est Chris Burnham avec qui il réalise déjà la mini-histoire dans le Detective Comics numéro 1027. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts que ça sorte entre aujourd'hui et plus l'infini. Marvel mise. Marvel, c'est clairement ce pote avec qui tu n'aimes pas trop aller au casino puisqu'il se moque de toi toute la soirée quand tu demandes au croupier des jetons de 50 centimes pour jouer à la roulette. Hein, non, eux, ils aiment bien miser gros et c'est d'ailleurs ce qu'ils font puisque les studios Marvel ont recruté pour jouer le rôle de Kamala Khan, Miss Marvel, une parfaite inconnue. Retenez son nom, Iman Vellani. Elle aurait 18-19 ans, même la page Wikipédia, elle sait pas. Elle est américaine, née de parents immigrés pakistanais, exactement comme le personnage qu'elle va camper dans la série, Miss Marvel, Kamala Khan, hein, qui est née dans les comics en 2013 hein, et qui a été exposée aux brumes terrigènes, elle et un pote à elle, un Cameron, et qui va donc lui virer mauvais, elle se servir de ses pouvoirs pour faire le bien, hein, conformément à son éducation musulmane. Première prestation dans une série qui
devrait, et cette fois ça serait vrai, contrairement à Netflix, à être relié au MCU. C'est pas dégueulasse, hein, et c'est un excellent message renvoyé par Kevin Feige, hein, qui prouve avec cette jeune héroïne qui a su gagner l'amour de ses lecteurs, et bien que une femme ordinaire, une jeune femme ordinaire, n'importe qui peut être Miss Marvel, qui n'a pas besoin de s'appeler Angelina Jolie ou Mia Khalifa. Et deuxièmement, hein, ils ont déjà fait des paris à risque qui ont réussi, déjà celui de construire le Marvel Cinematic Universe avec les personnages qui leur restaient après qu'ils aient fait des grandes soldes quand Marvel Comics était en faillite et qu'ils ont vendu toutes les propriétés intellectuelles les plus intéressantes à Sony, à la Fox, à Universal, hein. Donc ils ont fait ça avec Captain America, Iron Man, Hawkeye et tout. C'était loin d'être évident, même si maintenant ça semble complètement évident. Et ils en connaissent un rayon niveau casting risqué, hein, celui de Robert Downey Jr. qui certes était en train de se remettre bien droit dans les rails de sa carrière fulgurante hollywoodienne, mais qui était encore précédé par sa réputation, hein, d'addict à la coke, à la drogue, à l'héroïne, à tout plein de trucs, un petit peu de toll aussi je crois. C'est Jon Favreau qui a vraiment poussé au cul de Marvel pour que ça se produise. Ils l'ont fait et je crois que c'est un de leurs plus beaux paris de la décennie. Donc faisons leur confiance, hein, d'autant que quand on voit les fanarts de Boss Logic, eh bien on se dit vraiment qu'elle est faite pour ce rôle, hein. Par contre Marvel, je sais que vous avez l'impression que le courant passe bien pour vous en ce moment, mais il faudrait veiller à pas trop péter les plombs puisqu'il rappelle, et ça c'est un pari bien plus risqué, Jamie Foxx pour rejouer Electro dans des films à la fois du Sonyverse lié à Spider-Man et dans le Spider-Man 3 du MCU. Ça confirme bien un univers partagé entre les deux studios, mais alors de tous leurs vilains, ils sont allés chercher un des plus claqués au sol, hein, celui qui se faisait dans le laboratoire, hein, grignoter le prépuce par des anguilles un petit peu sous acide. Il est ressorti tout bleu comme un sous-docteur Manhattan. Mais ça va être corrigé puisque Jamie Foxx a déclaré sur son compte Instagram qu'il reviendrait pas bleu mais tout aussi badass. Et on verra comment réagira Spider-Tom à ce tout nouveau vilain dans Spider-Man 3 Home Sweet Home. Maintenant on essaye de trouver le sous-titre de Spider-Man 3 dans les commentaires avec tous les jeux de mots avec Home, testez-les, hein, et celui qui gagne j'envoie un truc, on verra quoi mais j'envoie un truc. Et enfin c'est bien aussi de voir que Marvel mise sur le futur de son univers en comics, hein, avec son programme des Young Guns, donc des artistes de talent qu'il déniche et qu'il signe en contrat d'exclusivité. En 2004, hein, c'était David Finch, Steve McNiven ou encore Olivier Coipel. C'est pas de la merde, hein, ils ont pas le nez creux, c'est pas des crânes rouges. Et les 8 lauréats de cette année, hein, certains sont connus, mais il y a Peach Momoko, Pat Gleason qui a été récupéré de chez DC, Josh Cassara, Carmen Carnero, Natasha Bustos, Juan Cabal, Iban Cuello, que certains connaissent bien, ou encore RB Silva. Lui, il l'avait un petit peu dans l'œil depuis un petit moment, au point de lui filer le Powers of 10 de Hickman. À l'heure où DC ne croirait plus trop en ce genre de contrat, ça fait plaisir de voir que Marvel est prêt à investir du temps, de l'argent sur des artistes, hein, et améliorer leur niveau de vie. Il y en a 8, mais 8 par 8, on y arrive à quelque chose. DC glisse. C'est pas pour rien que le Ragnarok va faire son entrée dans l'univers DC Comics cette année, hein. Il semblerait que ça soit Mr. Freeze ou Frankie Vincent qui fasse la programmation de chez DC puisque ça glisse. Déjà Batman, ils sont complètement dans le thème. Vous savez que le film est en partie adapté de Long Halloween, de Loeb et de Sale. Et bien il semblerait qu'en 2021, Halloween soit lent jusqu'en mars 2022. Hein, pas sûr que les citrouilles et les petits ciné ne tiennent jusque là. Pareil pour Flash, hein, le film après lequel on court, qui est repoussé jusqu'en novembre 2022. À tel point moi je veux qu'il soit renommé Running Gag ce film, hein. Il y a Shazam 2, hein, qui est repoussé jusqu'à juin 2023, je crois qu'il y a 7 mois, il prend 7 mois dans les dents, et Black Adam, hein, il fait comme la plupart des participants des télécrochets pour trouver des chanteurs, il a disparu de tous les radars. On a évidemment les yeux rivés vers Wonder Woman, hein, non pas parce qu'elle fait la couverture de Rolling Stones, mais plutôt parce que la date de sortie, hein, dernière semaine de décembre, est maintenue. Et ça semble fou puisque la Warner, hein, attend pépère que la crise passe, hein, asphyxiant les petits ciné, comme une fan d'Ezra Miller qui aurait le privilège de rencontrer son idole, hein, et en même temps, ils pensent quand même au futur puisqu'ils ont récupéré à Sony les droits sur Black, le comics de Studio 8. C'est par Kwanza Osayefo et Tim Smith 3, hein, et c'est un comics dans lequel seules les personnes noires développent des capacités, des super pouvoirs. Un film pour le monde d'après, très sûrement. Un autre qui tente d'éviter de mourir noyé sous la glace, hein, c'est Swamp Thing, hein, dont la première saison est passée de DC Universe à CW et qui s'est incrusté, hein, sur les posters de toutes les autres séries de la CW en venant en faire des versions marécageuses, hein. Donc c'est évidemment pour promouvoir la saison 1 mais peut-être aussi pour essayer de relancer l'idée d'une saison 2. Et en attendant, lisez le Swamp Thing d'Alan Moore. Show must go on. Et justement, alors que tous les films sont repoussés, on a eu droit à la bande-annonce de The Show, le film écrit par Alan Moore, réalisé par Mitch Jenkins, dans lequel un homme va devoir récupérer un artefact dans une ville, vous allez voir laquelle, mais où le monde du rêve et le monde du réel se mélangent, à tel point qu'on y rencontre des vampires, des gangsters vaudous, des détectives privés, même des vengeurs masqués, hein. Il va falloir que ce mec il sorte de là avant qu'il ne soit piégé dans cette espèce de monde d'entre-deux. Évidemment, ça se passe à Northampton,
Northampton, la ville natale d'Alan Moore, celle qu'il aurait pu quitter avec tous ces millions de livres convertis en dollars, mais qui ne l'a pas fait, et celle qui s'acharne à mettre en lumière depuis des années maintenant. On peut voir par exemple le Working Men's Club de St. James End, on peut voir aussi le Northampton Mercury, qui est l'un des plus vieux journaux de la ville, même si la publication s'est arrêtée en 2015. On repère des références aussi, comme le nom de l'agence de détective de ce très jeune homme qui s'appelle Mitchelson and Morley. Ce sont les deux scientifiques qui ont prouvé un petit peu sans le vouloir que l'éther n'existait pas. Alors l'éther, c'est pas celui de Michel Fourniret, d'ailleurs s'il m'écoute, je lui en offrirai volontiers 1 ou 2 verres à boire. Non, l'éther, c'est la matière dont les scientifiques du 19e siècle croyaient que l'espace était rempli, celle qui permettait à la lumière de circuler, et c'est sur la base des travaux de ces deux scientifiques qu'Einstein a trouvé le principe de relativité restreinte, donc le fait que la lumière se propage à la même vitesse un petit peu dans toutes les directions, et qu'en fait l'espace était fait de vide, rempli de vide, contrairement à la tête de notre très cher Alan Moore. Ça promet du très très lourd, et là on peut voir Alan Moore qui vit sa meilleure vie pendant que DC capitalise sur son œuvre depuis 40 ans. Tout ça, tout ce que vous voyez dans ce film, en fait on peut le trouver, les prémices sont dans une série de courts-métrages qui s'appelle Show Pieces, donc des petits bouts de show, toujours par les mêmes scénaristes et réalisateurs, et on pouvait déjà y voir dans les bonus de cette édition un petit peu collector, la ville de Nighthampton, donc le monde du rêve qui va venir se superposer sur Northampton. Et en tout cas, moi je suis à 2 doigts de me taper un aller-retour à Sitges, en dessous de Barcelone, pour voir le film qui est présenté la semaine prochaine là-bas. Chadwick. Ce mois-ci, Marvel publie dans tous ses comics un hommage à l'acteur Chadwick Boseman. Il est écrit par l'excellent écrivain Ta-Nehisi Coates. Il raconte un petit peu son expérience avec Chadwick Boseman, qu'il a connu comme militant, puis comme acteur. Il rappelle l'importance de la notion d'ancêtre, exactement comme dans le film Black Panther, ou alors encore plus dans le comics, où Black Panther est aussi le souverain de la cité des morts, ces ancêtres qui, grâce à leurs souvenirs, nous accompagnent et nous aident à prendre certaines décisions. Il dit, il était parfait, il avait l'esprit royal de T'Challa, la sensation qu'il ne représentait pas seulement lui-même, mais toute une nation. Les dessins de Brian Stelfreeze sont magnifiques, ils accompagnent un texte qui l'est tout autant, et qui vient justement mettre en valeur le côté icône culturelle de Chadwick Boseman, aussi bien pour Hollywood que pour la communauté noire. Lisez, nous on a dû repousser le sculpture au point dédié à 007, puisque le film James Bond est tellement décalé qu'au final c'est un OSS 117 qui va sortir à la place. Mais aujourd'hui nous sommes le 7 octobre, c'est le James Bond Day, je suis obligé de vous parler de cet ouvrage de Guillaume Evin et de Laurent Perriot, ça s'appelle Bon baiser du monde, et c'est à la fois un recueil d'anecdotes, mais surtout un atlas géographique de quasiment tous les lieux de tournage de toute la saga James Bond. C'est un truc de dingue, je reconnais là-dedans, je reconnais chez les auteurs une espèce d'obsession méticuleuse que j'adore. Moi c'est le genre de projet qui me fascine. Ça me rappelle un petit peu ce que font Alex Nikolavitch et Xavier Fournier sur le guide de Gotham, qui est passé à 1 300 000 caractères au passage. On fera quand même le sculpture au point, je vous en reparlerai, mais d'ici là, si jamais vous avez chez vous des fans de cinéma, de James Bond et de voyage, je pense que ne cherchez pas plus loin le cadeau de cette année, quoi. Je remercie tous ceux qui se sont déplacés à Bourges pour le Bulberry. Merci au Bulberry aussi de ne pas avoir annulé, d'avoir permis à des événements culturels de se maintenir. Je remercie tout particulièrement Bat Patrick et Mélanie, aussi Cédric, qui m'a fait ce très beau dessin en utilisant que Paint. Je pensais plus que c'était possible en 2020. En tout cas, j'étais très content de partager ça avec mon Bruno Bessadi, qui a été au top comme d'habitude. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous lisez et lisez. J'espère que vous avez au moins lu le one-shot écrit par mes soins, dessiné par Alric, dont la campagne Ulule est en train de cartonner. Vous la trouverez dans la description. Cette semaine, c'était le Silver Surfer contre Flash. Désolé pour tous les amoureux de Flash, mais non. Vous savez que maintenant, on en fait 2 par semaine. On en fait un qu'on garde secret, qu'on vous réserve pour une occasion particulière, et un autre qu'on met dans le Bando del Pueblo. J'ai pas encore décidé. Il m'a proposé 2 duels de dingo, donc j'ai pas encore décidé lequel on mettrait dans El Bando la semaine prochaine, la proxima semana. Vous verrez bien. Voilà, c'est la fin de ce JT. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi, d'être de plus en plus nombreux à le regarder, à le partager, à mettre des pouces bleus, le tweeter, le retweeter, à m'incorporer dans des stories Instagram. Tout ça au final ça fait une belle histoire. En tout cas vous me donnez de la force en barre, et donc n'hésitez pas à me dire votre news préférée, à me dire ce que vous voulez dans les commentaires sur YouTube, où je finis toujours par répondre à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, Instagram, le Discord qui est on fire. Prenez soin de vous, prenez soin de tous, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, et si vous faites revenir Electro, faites revenir aussi Rosemary Harris, qu'on ait enfin une tante May qui nous fasse demi-mollet au carré. Là, putain, Kevin, sors ton téléphone, merde. J'en ai marre de la rêver si fort.